Bonjour, je suis Annick Andrea Comian, née à Kobe. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais vous parler du Board of Advisor. C'est quoi un Board of Advisor? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un board en tant qu'association, en tant qu'organisation à but non lucratif, en tant que start-up? Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir avoir un board? Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on met en place son board, les tâches qui sont assignées à ce board et l'impact, voilà, d'avoir un board. Donc, c'est ma manière à moi de pouvoir accompagner les structures qui existent sur la place. Pour avoir fait plus de 9 ans à l'AESEC, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter le board et je sais ce que le board peut vraiment apporter dans une organisation qui met en place un très bon board, que ce soit une start-up, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, que ce soit une ONG. C'est un élément que beaucoup de gens oublient beaucoup parce qu'ils se disent qu'ils sont capables de mener à bien leurs activités sans intervention externe. Mais je voudrais aujourd'hui vous encourager à mettre en place un board pour ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont, à pouvoir évaluer votre board et voir si vraiment votre board vous permet de pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, c'est quoi un board? Comme je le disais tantôt, le Board of Advisor, c'est-à-dire le bureau du conseil, si on peut le traduire en français, c'est un board qui vous permet de pouvoir réunir des personnes expertes dans des domaines bien spécifiques et ce sont des personnes qui vont vous permettre de pouvoir atteindre vos différents objectifs. Parce que ces personnes ont déjà eu à traverser ce que vous traversez, parce que ces personnes ont l'expertise que vous n'avez pas, parce que ces personnes épousent la même vision que vous, sont dans le même combat que vous, parce que ces personnes-là sont passionnées de ce qu'ils font. Donc, c'est autant de choses qui nous emmènent à pouvoir mettre en place, mettre en place un board. Alors, si je prends le cas de l'AESEC, à l'AESEC, il y a eu plusieurs types de boards. Il y a eu au départ le board of alumni, c'est-à-dire un pool d'aînés qui sont déjà passés par l'association, qui ont eu déjà de l'expérience au niveau de l'association, c'est-à-dire ils ont eu à conduire des projets, à diriger des gens, à créer des activités, à faire partie des gens à l'international, à recevoir des gens de l'international, à pouvoir à créer des partenariats, à signer vraiment pas mal de partenariats. Donc, autant de choses que ces aînés ont eu à faire. Par conséquent, quand vous venez en tant que jeune génération, pour pouvoir aller très vite, il faut avoir ces personnes à côté de vous. On ne va pas réinventer la roue. Vous n'allez rien inventer de nouveau. Alors, ça ne sert à rien de dire que c'est notre tour. On ne veut pas des personnes externes qui vont venir nous influencer, qui vont venir gérer l'association à notre place, qui vont venir nous dire ce que nous devons faire. Non, ce n'est pas ça le rôle du board. Le board, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des gens sur qui vous appuyer lorsque vous avez besoin de conseils, lorsque vous avez besoin d'orientation, lorsque vous avez besoin de stratégie, lorsque vous avez besoin de quelqu'un qui va donner son avis sur votre plan annuel, sur votre budget, lorsque vous avez besoin de gens qui vont vous ouvrir des portes, lorsque vous avez besoin des gens qui vont pouvoir mettre à vos dispositions le carnet d'adresse. Alors, c'est très, très, très important d'avoir un board au sein d'une organisation, d'une ONG. Pour les startups aussi, c'est pareil. Vous voulez monter votre boîte, vous avez monté votre boîte et vous êtes en train de certainement de patauger, vous voulez aller très loin. Mais si vous mettez en place un board, c'est-à-dire des gens qui ont déjà créé et qui sont dans la même activité que vous, ou même dans une autre activité, mais qui sont passés par là, c'est-à-dire qu'ils ont connu les hauts et bas, ils ont commencé leur entreprise tout petit, et aujourd'hui, c'est devenu une grosse boîte, c'est devenu multinationale, c'est devenu une entreprise régionale, que sais-je encore. En tout cas, l'entreprise se porte bien. Alors, pourquoi ne pas aller vers ces personnes-là pour pouvoir prendre de leur expérience plutôt que de rester là à vous tuer seul? Parce que vous voulez réussir de vos propres ailes. Même tous ceux qui réussissent de leurs propres ailes, ils ont derrière eux des mentors, ils ont derrière eux des coachs. Voilà. Donc, pour une association particulièrement, parce que je ne vais pas vous mentir, je fais cette vidéo surtout pour les AICECers, pour l'AIESEC, qui est une plateforme internationale d'étudiants
de jeunes qui sont intéressés par tout ce qui est leadership, management, gestion de projet et qui sont vraiment orientés agents de changement pour pouvoir impacter les communautés, pour pouvoir impacter leur environnement, pour pouvoir impacter leur pays. Donc, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour pouvoir aider surtout ceux qui sont dans le département des relations extérieures ou le bureau exécutif local ou national. C'est pour eux que je fais cette vidéo parce que eux, ils ont déjà compris ce que c'est qu'un board of advisor et ils sont déjà dans cette voie-là. Et maintenant, ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est l'opportunité pour eux de pouvoir se créer un board et avancer. Alors, tout le monde sera servi aujourd'hui au travers de cette vidéo. Donc, je disais tantôt, pourquoi est-ce qu'on met en place un board? C'est toutes ces raisons que j'ai énumérées au préalable là, qui nous donnent de pouvoir mettre en place un board pour aller très vite parce que le board a un rôle très important à jouer au sein de notre association. À l'AESEC, il y avait le board of directors. Le board of directors était composé de personnes externes qui n'étaient pas forcément des gens qui ont fait AESEC, mais des gens qui sont dans le milieu professionnel, des gens qui sont expérimentés, des gens qui ont une bonne connaissance du leadership, de la gestion de projet, des finances, de la comptabilité, des relations extérieures, du marketing, de l'informatique, de la communication, de toutes ces choses-là. Voilà. Donc, il fallait pouvoir trouver des gens qui sont dans ces milieux-là et qui ont vraiment un souci pour la jeunesse, c'est-à-dire qu'ils veulent voir la jeunesse s'épanouir, veulent voir une jeunesse transformée, une jeunesse nouvelle, qui va pouvoir relever les défis, qui va pouvoir continuer ce que les pères ont fait. Et aussi, nous avions à côté, voilà, ces deux boards-là. Et avec le temps, avec l'évolution, aujourd'hui, le board of alumni a un peu disparu. Le board of director continue pour certains comités. Mais de façon globale, tout le monde est arrivé maintenant à un seul board, c'est-à-dire le board of advisor, qui permet à un comité local, à un bureau national, à une association, une ONG, une start-up, de pouvoir mettre en place un bureau de conseillers, un board of advisor qui peut être composé non seulement d'externes, mais aussi d'internes, c'est-à-dire d'alumni pour pouvoir vraiment avoir un noyau. Alors, est-ce qu'il y a un nombre qu'on doit pouvoir définir pour commencer à avoir un board? Normalement, il n'y a pas de nombre qui soit exigé, il n'y a pas un nombre, on ne peut pas dire que tant que vous n'avez pas 5 membres, tant que vous n'avez pas 10 membres, tant que vous n'avez pas 11 membres, ce n'est pas considéré comme un board. Non, ça n'existe pas. Mais un board, il faut déjà commencer avec 2-3 personnes, il faut déjà commencer avec 5 personnes. Il faut avoir quand même un certain nombre de personnes pour avoir plus de feedback. Voilà. Mais je conseillerais par exemple à un comité local de pouvoir avoir un nombre identique à leur nombre de départements. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'AESEC, il y a des départements. Il y a les départements, c'est-à-dire le président. Et nous avons les différents départements. Département communication, information, informatique, tout ce qui va avec. On a le département marketing, relations publiques, relations extérieures. Nous avons le département finance, comptabilité, administration. Nous avons le département des ressources humaines, people development ou talent management maintenant, je crois, avec, ça c'est la nouvelle appellation, parce qu'il faut comprendre que l'AESEC est une organisation qui est très en avant. C'est une organisation qui est coachée, c'est-à-dire le board au niveau mondial, puisque le siège mondial, le siège global se trouve à Rotterdam, et le conseil d'administration derrière cette organisation, c'est vraiment des CEO des grandes multinationales telles que DHL, telles que PwC, telles que Tata, le groupe Tata, telles que ING, telles que PricewaterhouseCoopers, telles que Standard Chartered Bank. Il y a tellement de grosses banques derrière
le Board of Advisors de ISEC International. Donc, vous devez comprendre pourquoi est-ce que nous avons des outils très pointus. En tant qu'étudiant, nous avons des outils très pointus parce que nous avons des partenaires au niveau mondial. L'ISEC a un siège au niveau de l'UNESCO. Donc, c'est pour dire que c'est une structure qui est vraiment très représentée au niveau mondial. Et aussi, l'ISEC est l'association leader dans le milieu estudiantin. Alors, pour tout cela, les entreprises n'hésitent pas à associer leur image. Pourquoi? Parce que c'est un pool vraiment important pour eux. Si demain, ils veulent recruter de la main-d'œuvre de qualité, vu le processus que ISEC met en place pour recruter ses membres. Parce que n'entre pas à l'ISEC qui veut. Il y a tout un processus qui est mis en place, une stratégie vraiment bien étudiée en termes de recrutement. C'est-à-dire, ça parle de la campagne, du besoin d'abord et ensuite la campagne. Et quand on fait la campagne, on fait la sélection, les gens postulent. Après, on fait l'étude des dossiers, on convoque toutes les personnes qui ont postulé pour les tests écrits. Ensuite, il y a les tests au niveau, les interviews, voilà, les interviews, le test d'anglais. Et quand tout ça est fait, on sélectionne ceux qui ont rempli les critères et quand ils sont sélectionnés, on passe à la phase de l'intégration qui est suivie automatiquement par un premier séminaire qui est le séminaire d'induction et qui permet vraiment aux gens de pouvoir se faire présenter l'association, les différents départements, les activités, les projets, et ça permet à chaque nouveau de pouvoir choisir le département où il veut partir, ou quand il ne sait pas comment faire, alors les membres de l'équipe lui donnent des conseils, l'orientent dans un département qui va permettre à cette personne de s'épanouir, de se découvrir les talents cachés, de pouvoir mettre en avant, voilà, ce qui l'impressionne, ce qu'il veut faire. Donc, quelqu'un peut être en géographie, il entre à l'ISEC, mais il veut faire partie du département marketing, ou il veut faire partie du département comptabilité, ou il veut faire partie du département des projets, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un test sélectif pour pouvoir avoir ces membres-là. Et quand ces membres sont là, il faut bien que les activités soient vraiment de taille, de qualité. Et c'est pour cela qu'un bureau, pour qu'il soit vraiment performant, pour que ce bureau-là puisse atteindre ses objectifs, ils ont besoin d'un membre, d'un bureau de conseil, de board, le Board of Advisors. Donc, pour permettre vraiment une bonne sélection des membres du board, il faut tenir compte des différents départements qui sont dans l'association. Donc, si vous avez 7 départements, c'est important de pouvoir chercher 7 membres de board. Mais pour un début, vous pouvez déjà commencer par 2, 3 personnes. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir mettre sur papier, c'est-à-dire coucher sur du papier toute une liste de personnes qui sont influentes dans votre environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez que vous avez un département marketing, alors essayez de pouvoir trouver des gens qui sont experts dans le domaine, dans le milieu professionnel. Parce qu'un bon marketeur, un bon employé, un expert, ça ne se cache pas dans une nation, ça se sait. Donc, il faut pouvoir être à l'écoute de l'environnement et de dire, bon, tiens, on veut avoir une personne qui a le profil marketing au sein de notre board. Alors, on couche tous les noms qui nous viennent en esprit, qui nous viennent en tête pour dire, ok, voilà, il y a telle personne de telle entreprise qui est très bon dans le domaine, il y a telle personne de telle ONG qui est très compétent dans ce domaine. Alors, on fait sortir toute une liste de personnes qu'on pense pouvoir répondre à ce besoin-là. Et on fait la même chose pour les différents profils, comptabilité, finance, ressources humaines, et ceci et cela. Donc, une fois qu'on a toute une liste de personnes, on décide, puisque dans notre plan annuel, on a déjà décidé qu'on aura un board composé de tel nombre de personnes. Et à partir de ce moment-là, on commence déjà à sélectionner ceux qui vont entrer dans notre board. N'oubliez pas, quand le board est très vaste, ça sera difficile aussi de pouvoir les réunir parce que vous êtes sans ignorer que vous devez avoir des réunions de board. Donc, il faut faire
le maximum pour ne pas avoir trop de membres dans le board. Sinon, ça sera très difficile à gérer. Donc, une fois que vous avez la liste de votre membre de board, vous essayez de voir parmi ces personnes-là qui peut être appointed, c'est-à-dire qui peut être un peu à la tête de ce board-là. Donc, c'est à vous de voir. Donc, une fois que vous avez regardé cela, vous pouvez déjà vous dire que voilà, on aimerait que ce soit cette personne-là, qui soit un peu comme le père, le leader, voilà, de ce board-là. Et c'est à partir de cela que vous contactez d'abord cette première personne-là. Et si vous avez sélectionné ces personnes, vous pouvez aller auprès de vos aînés. Auprès de vos aînés pour dire, ah tiens, on aimerait rencontrer telle personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous ouvrir la porte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faciliter? Au cas où vous n'avez pas, mais vous faites la demande comme tout le monde. C'est-à-dire, vous allez à son secrétariat, vous demandez à prendre rendez-vous avec cette personne-là et vous allez le rencontrer pour pouvoir discuter avec cette personne. Donc, c'est très important. Donc, déjà, la première des choses, c'est de faire la liste des personnes qui peuvent avoir les profils que vous recherchez. Une fois que c'est fait, vous pouvez déjà commencer à les contacter, mais commencez par contacter une première personne qui, selon vous, est avancée en âge et en expérience et qui est aussi vraiment une personne renommée et qui pourra, une fois que cette personne vient dans votre bac, elle pourra vraiment vous faciliter les rendez-vous avec les autres personnes. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour aller vers cette personne-là? On n'ira pas devant quelqu'un qu'on veut avoir dans notre board les bras ballants. Il faut pouvoir constituer un petit dossier. Et dans ce dossier, là, présenter votre organisation. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà, nos activités, l'impact. Parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un de s'associer à une structure qui n'a pas peut-être une bonne renommée, qui n'est pas connu et tout ça. Parce que les gens ont des images à préserver. Donc, quand vous voulez que quelqu'un vienne dans votre board, il faut vous assurer que vous avez vraiment une bonne presse auprès de l'environnement, auprès de la population, auprès de tous ceux qui vous accompagnent, qui sont avec vous, c'est-à-dire les stakeholders, tous ceux qui sont dans votre environnement. Il faut vraiment vous assurer que vous avez une bonne presse parce que les gens n'aiment pas s'associer avec les structures, les associations, des choses qui peuvent entacher leur image, leur personnalité. Alors, une fois que vous avez monté ce petit dossier où vous présentez votre organisation, vous présentez maintenant le rôle que cette personne-là aura à jouer. Le rôle qu'il aura à jouer, ça veut dire ce que vous attendez de cette personne-là. Il ne faudrait pas que ce soit beaucoup, il faut que ce soit vraiment juste un petit document parce que les gens n'ont pas le temps de lire beaucoup de bavardage. Donc, juste un petit document, vous résumez votre organisation. Ensuite, vous leur présentez le bien fondé d'être membre de ce board-là et vous lui présentez aussi les personnes que vous souhaitez toucher pour pouvoir être dans le board. Parce que les gens veulent s'associer aussi avec des gens qui pourront leur être bénéfique. On ne va pas être dans un board. Vous ne pouvez pas appeler un directeur dans votre board et puis à côté, vous avez quelqu'un qui vraiment n'est pas très proche de ce niveau-là. Si vous avez choisi d'aller avec les directeurs, il faut que les autres membres du board soient aussi des gens qui ont ce niveau-là. Pour que les gens qui vont venir à votre réunion ne se sentent pas dans un groupe qui n'a pas de valeur les concernant. Donc, il faut pouvoir indiquer dans votre petit document, votre package là, ou proposal, des profils des gens que vous souhaiterez contacter. Et une fois que ces personnes-là auront accepté, à partir de ce moment-là, vous savez que vous avez vraiment déjà une équipe forte qui sera derrière vous. Donc, on ne part pas voir un candidat, un potentiel membre de board, les bras ballants, comme je l'ai dit. Il faut aller avec un proposal, un document qui va renseigner l'organisation. Vous êtes qui, vous faites quoi, quel est votre impact sur le terrain et tout, et tout, et tout. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ce que vous avez cité dans votre organisation, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il va apporter en tant que membre de board et qu'est-ce que vous attendez de lui. Est-ce que vous attendez une contribution de lui? Est-ce que vous attendez qu'il vous donne, je ne sais pas quoi, de l'argent et autres? Mais je le disais tantôt,
ce n'est pas intéressant de fixer des cotisations aux membres de board. Beaucoup d'associations au niveau local le font, mais ce n'est pas la bonne approche parce que si moi, on me demande de payer 50 000 ou 100 000 francs en tant que membre de board, mais quand je finis de payer, ne me demandez plus rien d'autre. Alors que si vous demandez à votre membre de board que voilà, on n'attend pas de cotisation de vous, mais ce qu'on attend de vous, on attend de vous que vous soyez des conseillers pour nous, on attend de vous que vous puissiez statuer sur notre plan annuel, notre budget annuel, nos projets et nous donner vos points de vue. On attend de vous que vous puissiez constituer un peu comme le comité ad hoc pour pouvoir rencontrer les futurs candidats pour le mandat prochain parce que AIESEC, c'est une année pour diriger. Donc, ces personnes-là peuvent être dans le panel pour rencontrer les futurs candidats et vous dire s'ils sont vraiment des gens qui peuvent prendre la relève. Et il faut pouvoir leur dire que voilà, nous on n'a pas d'argent, on ne veut pas vous demander l'argent, mais on souhaiterait vraiment que vous nous facilitiez l'accès à des entreprises qui peuvent être des partenaires à nos projets. Parce qu'on en a besoin, les partenaires, pour pouvoir gérer nos conférences, pour pouvoir gérer nos voyages, pour pouvoir gérer nos activités, pour sponsoriser tout ce que nous faisons. Alors, on a besoin de votre appui. Imaginez que vous avez le directeur d'une grande banque qui est à la tête de votre board et vous avez un projet à faire, mais attendez, ça sera plus facile avec son image pour cette entreprise-là de vous prendre un peu plus au sérieux et de vous accorder un peu de crédit en vous accompagnant. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir vraiment avoir des gens de qualité dans votre board. Ce n'est pas un lieu d'amitié, ce n'est pas le genre où, comme je suis dans le board, je veux aussi que ma soeur soit dans le board ou mon copain. Non, on veut des gens qui sont influents, on veut des gens qui sont experts, on veut des gens de qualité, on veut des gens qui connaissent le milieu dans lequel vous êtes, on veut des gens qui peuvent vraiment vous donner des conseils, qui peuvent vraiment vous ouvrir des portes. C'est très important en tant que membre de board. Donc, une fois que vous avez défini tous ces éléments-là, à la fin, vous mettez maintenant une fiche que cette personne va pouvoir remplir pour dire, voilà, je suis d'accord pour intégrer le membre le comité ou le board of advisors. Donc, c'est ce document-là que vous allez mettre dedans avec la lettre pour que cette personne puisse remplir et vous retourner. Ça va vraiment vous permettre de faire le suivi de tous ces éléments-là. Donc, une fois que vous avez eu ces personnes, alors comment est-ce que ces personnes vont fonctionner? Comme je le disais tantôt, en tant que comité local, c'est bon d'avoir un membre de board concernant chaque domaine d'activité. Pourquoi? Parce que ça permet à chaque membre de votre bureau, c'est-à-dire à chaque vice-président, d'avoir un coach derrière qui l'accompagne pour ne pas toujours dépendre du président ou de quelqu'un d'autre. Quand vous avez par exemple un DRH qui est dans votre board, alors celui qui est en charge des talent management, il peut facilement avoir son vis-à-vis, son coach, son mentor qui va l'appuyer dans ce qu'il est en train de faire et ça va lui permettre aussi de pouvoir acquérir de l'expertise dans le domaine et de pouvoir avancer. Ça, c'est très important. Maintenant, lorsque vous avez recruté tous les membres de votre board, si on veut faire le vote, comme je l'ai dit, pour pouvoir désigner le président du bureau, ça sera un peu difficile. Ça peut être même, peut-être ne pas être accepté. Mais quand vous avez à la base déjà choisi la personne qui, selon vous, est un peu plus connue, plus avancée en âge et en expérience, et vous lui donnez cette responsabilité, c'est-à-dire ce crédit-là pour dire, voilà, on aimerait que vous soyez à la tête de ce bureau. Et maintenant, cette personne, automatiquement, va vous accompagner dans la sélection des autres membres du board. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que ces membres de board doivent, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner? Voilà, ce n'est pas compliqué, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas des gens qui sont vraiment là à ne rien faire, c'est des gens qui sont busy, c'est des gens qui ont des activités, des responsabilités. Alors, je conseille vraiment à l'association de pouvoir organiser leur réunion de board une fois par trimestre, si c'est faisable. Donc, ça vous fait 4 réunions l'année. Au pire des cas, 2 fois l'année, c'est-à-dire une réunion par semestre. Et ça vous permet vraiment de pouvoir les rencontrer. Ça veut dire que déjà, en début de mandat, vous les rencontrez
pour pouvoir présenter votre budget, votre plan annuel, vos projets. Ça leur permet de pouvoir donner leur point de vue sur le programme que vous êtes en train de faire. Ça permet à l'équipe sortante de vous introduire aux membres du bureau, parce qu'une administration, c'est continu. Alors, l'équipe qui est en train de sortir doit pouvoir introduire les nouveaux membres auprès des membres du board. Donc, la réunion, une première réunion en début de mandat, ça permet vraiment de faire tout ça, de voir comment est-ce que les nouvelles personnes qui vont venir, de voir le plan qui a été mis en place, le budget qui a été mis en place, les projets qui ont été mis en place. Ça permet au membre du board de pouvoir donner son feedback par rapport au budget, par rapport au projet, par rapport aux activités, et vous dire est-ce que ces activités sont d'actualité ou pas, est-ce que telle ou telle chose, ça fonctionne, et ça vous permet vraiment d'avoir à la fin un très bon plan et un très bon budget, et de pouvoir avoir des projets crédibles, des projets qui peuvent vraiment toucher les gens, qui peuvent faire l'impact des projets, qui peuvent avoir un écho favorable auprès de l'environnement. Une fois que ça a été fait, maintenant, vous devez pouvoir rendre compte aux membres du board, c'est-à-dire leur partager vos rapports d'activité chaque fois. À la fin du mois, vous pouvez leur envoyer votre rapport d'activité du mois pour leur dire, ah voilà, ce mois-ci, on a pu faire telle chose, telle chose, telle chose. Et ça leur permet d'avoir un œil sur ce que vous êtes en train de faire. Ils ne sont pas obligés d'être là tout le temps, mais ils peuvent vous suivre déjà à distance, au travers des rapports que vous leur envoyez, au travers des informations que vous leur donnez par rapport à ce que vous faites sur le terrain, au travers des invitations que vous pouvez leur donner pour pouvoir participer à des événements de qualité que vous organisez. C'est très important. Et quand vous faites une deuxième rencontre, vous faites une rencontre à mi-parcours pour leur permettre de voir un peu ce que vous avez fait, là où vous êtes quitté, où est-ce que vous êtes arrivé maintenant. Et ça leur permet de réajuster, de réévaluer votre plan d'action, de réévaluer votre budget, de pouvoir faire des amendements pour vous permettre de pouvoir relancer ces activités-là. Une fois que c'est fait, alors ça vous permet de pouvoir évoluer et vous continuez toujours à travailler, et individuellement, chaque vice-président doit pouvoir contacter son vis-à-vis qui est membre du board pour pouvoir l'épauler dans son fonctionnement quotidien. Ça peut être des rencontres one-on-one, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone. En tout cas, vous devez pouvoir trouver le meilleur moyen pour pouvoir communiquer avec celui qui fait aussi le même travail que vous. Une fois que c'est fait, donc quand vous êtes arrivé pratiquement à mi-parcours, déjà à partir de 6 mois, on prépare les élections prochaines pour permettre à la nouvelle équipe déjà de suivre un peu ce qui est en train de se faire sur le terrain, et de pouvoir prendre la main rapidement pour pouvoir assurer cette continuité-là. Et au niveau des élections, comme je l'ai dit tantôt, les membres du board peuvent interviewer les candidats, les rencontrer et voir vraiment faire le caucus pour pouvoir donner leur feedback aux différentes candidatures qui sont présentées, parce qu'il faut vraiment assurer la pérennité de l'organisation. Une fois que cela est fait, on aura peut-être la dernière rencontre qui va se faire pour tirer les leçons du mandat, l'évaluation, et voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, dans l'ensemble, voilà un peu comment ça se fait pour pouvoir faciliter les réunions, pour ne pas qu'on les étouffe avec beaucoup de réunions. Maintenant, comment organiser les réunions pour qu'elles soient vraiment effectives? Parce que beaucoup de comités ont des difficultés à réunir les membres du board. On peut appeler telle personne, elle va te dire que je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, je ne suis pas. Et du coup, ça devient vraiment difficile pour le comité de pouvoir mettre la main sur les membres du board. Alors, la meilleure façon de pouvoir opérer, c'est de pouvoir travailler avec le président, le lead de ce board-là, et lui dire, voilà, nous souhaiterions avoir une rencontre à telle période, et cette personne maintenant qui est lead, qui est l'aîné, par respect pour lui, voilà, il peut lui facilement contacter les autres membres du board, les appeler pour dire, allô, voilà, nous avons notre première rencontre, ou nous avons notre deuxième rencontre avec les jeunes, et cette rencontre se fera par exemple dans mon bureau. Ça fait toujours plaisir de venir chez un père
pour faire une réunion. On va pas déplacer les membres du board sur le campus pour aller faire une réunion, non. Mais les différents membres du board peuvent host, c'est-à-dire peuvent accueillir les réunions à tour de rôle, chacun dans son environnement, chacun dans son bureau pour dire voilà, moi je reçois la réunion de telle période du premier trimestre, voilà, et donc on sait que la réunion va se faire là-bas. Donc, une fois que c'est fait, quand c'est un membre du board, c'est-à-dire le président du board qui convoque la réunion, elle est plus efficace que ce soit plutôt un membre de l'ASC qui le fait. Mais il faut vraiment se faire appuyer, c'est très important. Alors, une fois qu'on a réussi à avoir notre réunion, alors on part faire la réunion comme il se doit. Alors, au niveau de ASEC, on part pour une réunion de board, il faut être présentable, il faut être bien habillé, il faut être vraiment responsable, il ne faut pas oublier tout ce dont on a besoin pour pouvoir aller présenter, parce qu'on ne part pas dans une réunion de board pour aller bavader ou pour aller balbutier là-bas. Il faut aller avec vraiment des choses importantes. On part avec peut-être un projet bien défini, on part avec son plan d'annuel, on part avec son budget, on part avec un projet qu'on veut présenter aux membres du board, on part avec un sujet très important, tout doit être prêt. S'il faut apprêter un PowerPoint, il faut l'apprêter et apprêter la documentation qui va avec, qu'on leur a déjà envoyé au préalable. Et on part aussi avec tout ce dont on a besoin pour travailler comme outil. On part, on est bien habillé, tenue, vraiment tenue, classe, tenue. Quand je dis classe, ça veut dire quoi? Tenue entreprise, tenue corporate, comme on dit. Il ne faut pas aller en jean avec les cheveux un peu qui vont dans tous les sens, mais il faut aller vraiment bien habillé, bien propre, tenue corporate pour aller rencontrer ces membres de board là. Voilà. Donc une fois que on a pu faire la réunion, c'est très important, ça nous permet vraiment d'avancer. Et aussi de leur donner les informations du réseau, informations au niveau national, qu'est-ce qui se prépare, informations au niveau régional, informations au niveau national, international. Et il faut pas se limiter, hein, parce que les membres du board, c'est des personnalités qu'on peut visiter aussi. Par exemple, quand vous avez la visite du directeur Afrique ou du bureau mondial, c'est des personnalités que vous pouvez... pour qui vous devez prendre des rendez-vous avec vos responsables au niveau régional et que ces personnes aussi aillent les honorer parce que c'est un honneur. Alors quand vous avez la visite du directeur Afrique, quand vous avez la visite du président international, vous pouvez dire, ah voilà, on a nos membres du board qui sont là. Et ces personnes-là peuvent aller les rencontrer. Vous pouvez organiser, si c'est au plan local, on peut organiser aussi pour que le bureau national puisse les rencontrer. Ça montre vraiment que votre association est bien structurée, ça montre alors que votre association est bien organisée. De rencontrer l'équipe au niveau national qui pilote cette grande association au niveau régional ou au niveau international. Donc c'est toujours important de pouvoir montrer à ces personnes-là qu'il y a toute une équipe, tout un organigramme bien vraiment détaillé, organisé derrière vous qui êtes au niveau local. Donc, c'est très important de s'apprêter pour aller à sa réunion de board. Alors, qu'est-ce qu'on attend concrètement d'un membre de board ou du bureau du board? Et comme je le disais tantôt, ça commence à revenir un peu, comme je le disais tantôt, voilà. Comme je l'avais déjà souligné, les membres du board ne sont pas des vaches à lait, c'est-à-dire ce n'est pas des gens qui sont là pour vous donner l'argent. Les membres du board ont beaucoup plus à faire. Partage de leur expérience, partage de leur expertise, ils peuvent être des sources de motivation, c'est-à-dire organisées. Vous pouvez les inviter à venir partager, à être l'invité du jour qui viennent parler de leur domaine d'activité pour faire bénéficier à vos membres, pour qu'ils puissent aussi découvrir le monde professionnel et tout ça. Ils peuvent vous accompagner en termes de conseils, vous dire par exemple tel projet, il faut conduire ça comme ça et plutôt comme ça. Ils vous donnent des conseils en termes de RH, en termes de finances, en termes de comptabilité, en termes de projet, en termes de je sais pas quoi,
relations internationales, en termes de leadership, en termes de management. Voilà, c'est des gens qui ont ces expertises-là et qui peuvent vous donner cela. Les membres du board peuvent vous aider à pouvoir avoir des facilités, facilités pour les rendez-vous. Si je suis directeur d'une entreprise, je suis déjà d'une entreprise, je suis directeur d'un département, je peux facilement obtenir une réunion pour mes poulains dans telle boîte, dans telle boîte, dans telle boîte. Donc, ils peuvent vous faciliter la prise de rendez-vous dans des entreprises. Ils peuvent eux-mêmes prendre les rendez-vous pour vous dire, allez, va dans tel coin et prendre... et rencontrer telle personne. On a vraiment expérimenté cela. Je me rappelle encore lorsque nous devions aller au Cameroun pour une conférence, nous étions vraiment sans ressources et nous sommes allés voir le directeur, le président de notre board. Je n'ai pas besoin de donner le nom. Voilà, nous sommes allés voir le directeur de notre board qui, en son temps, était DGA de la radio-télévision ivoirienne et qui nous a vraiment... Il nous a dit, voilà ce que je fais. Là, vous me prenez de justesse, mais je vais vous mettre en contact avec une de mes filles qui est aussi directrice d'une entreprise. Et c'est comme ça qu'il nous obtient le rendez-vous. Avec juste un coup de fil, il appelle et voilà, le rendez-vous est calé. Il dit, je vous donne l'accès, mais c'est à vous. Normalement, ça dit, comme c'est moi, elle ne va pas refuser. Mais il faut quand même qu'elle sente que vous êtes capable de pouvoir relever le défi et que voilà. Donc, c'est comme ça qu'il nous a pris le rendez-vous et on est parti. Ma vice-présidente IR et moi, on est allé, on a défendu notre dossier. Et quand on a fini la rencontre, elle était tellement fière. C'était une rencontre, imaginez-vous, elle, le DG et son DGA qui ont pris de leur temps pour nous rencontrer parce qu'un responsable les a appelés. Et c'était vraiment extraordinaire, voilà, parce que quand on a fini, elle était vraiment fière. Elle dit, ah tiens, vraiment, je comprends pourquoi il a accepté d'être votre parrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être des gens de qualité. Parce que si quelqu'un décide de pouvoir vous accompagner, il faut que vous soyez à la hauteur. Il ne faudrait pas qu'on dise que ah, ça c'est les poulains de tel ou de tel. Et puis on ne vous sent pas, on ne voit pas l'extraordinaire en vous, on ne voit pas le surnaturel en vous. Alors, et c'est comme ça que dès qu'on a fini la rencontre, elle a dit, allez à la comptabilité. Et à la comptabilité, on nous a donné le chèque. Vous voyez, on nous a donné le chèque qui nous a permis de pouvoir payer notre voyage pour aller représenter ASC Côte d'Ivoire au niveau du Cameroun. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup à gagner. Si j'avais demandé que les membres du board cotisent pour nous, je ne suis pas sûre que ce qu'ils allaient cotiser allait nous offrir un billet d'avion ou autre chose. Et en plus de cela, l'année là, vraiment, à notre mandat, on avait accès à la télé, on avait accès à la radio. Toutes nos activités étaient médiatisées. Pourquoi? Parce qu'on avait un membre de board qui était vraiment puissant. Et vraiment, c'était facile pour nous. C'était facile pour nous. Je me rappelle encore, même au niveau du Cameroun, où je fais partie du board, au niveau national, mais je vous assure, c'est très facile, c'est-à-dire, il suffit qu'un président appelle l'autre. C'est-à-dire, on était à une réunion et vraiment, ASEC Cameroun avait quelques soucis. Et l'autre président, le président du board, celui qui était dans le board depuis des années, et il dit à l'autre DG de Guinness, lui c'était le président, le directeur, le CEO d'une banque de la place, il dit au DG de Guinness, il dit, mais tiens, attends, il faut qu'on aide les enfants, là, il faut qu'on aide les enfants. Et entre eux, tu vois, entre eux, DG, facilement comme ça, et je t'ai dit, bon, ok, j'ai un projet que je vais lancer, je vais les mettre dessus. Vous voyez, c'est plus facile d'obtenir des résultats aussi facilement quand on a vraiment des personnes de qualité dans notre board. Et c'est comme ça qu'ils ont eu ce projet-là. Donc maintenant, il leur revient de pouvoir tenir ce projet et de pouvoir faire la fierté, de ne pas faire mentir cette personne qui leur a confié ce programme, qui les a associés à ce programme. Donc pour vous dire un membre de board, c'est vraiment quelqu'un à prendre comme un œuf, parce que c'est des gens qui peuvent vraiment vous ouvrir des portes. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal de ressources qu'on peut tirer vraiment de ce board-là. Donc, on peut commencer avec un petit noyau, on peut commencer avec 3 membres et
au fur et à mesure qu'on évolue, les gens qui sont déjà dans le board, eux-mêmes peuvent vous donner des conseils en vous orientant vers de nouvelles personnes. Donc, on peut continuer à trouver de nouvelles personnes qui vont rejoindre le board pour permettre vraiment à l'association d'avoir une bonne assise. Maintenant, est-ce que les membres de board ont une date de péremption? Voilà, quelqu'un peut faire partie du board pour 1 an, pour 2 ans, mais tout ça, c'est à vous de le définir. À vous de le définir. Donc, quand vous allez faire le formulaire que les gens vont remplir, vous pouvez mettre combien de temps pouvez-vous nous accorder? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous voyez. Donc, vous pouvez mettre ça pour que la personne coche, pour dire, voilà, moi, je peux être membre de board pour 1 an, pour 2 ans. Ou bien d'abord, je veux faire 1 an et si ça m'intéresse, si je vois que c'est intéressant, je peux renouveler. Il y a des gens qui sont membres de board depuis des années. Il y a des gens qui viennent pour 2 ans. Il y a des gens qui sont peut-être de passage et qui peuvent être membres de board quand ils sont là, mais quand ils ne sont plus là, ils peuvent partir. Et même si c'est bien ficelé, c'est-à-dire, par exemple, si je suis DG d'une boîte, DG... Je me rappelle bien, il y avait celle qui était la représentante de Kenya Airways qui était dans le board. Lorsqu'elle partait, elle a introduit la personne qui l'a remplacée. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent facilement emmener d'autres personnes dans le comité et vous permettre vraiment d'avoir du monde. C'est très important de pouvoir communiquer avec son board. Donc, voilà, il faut pouvoir vraiment définir cela. Ça permet aux gens de savoir qu'ils peuvent rester pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et au-delà, selon que vous voulez. Si vous voulez chaque année faire intégrer une nouvelle personne, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire arriver 2 personnes, c'est à vous de voir. Si vous pensez qu'à chaque année, les gens, ça va, on change de personne, c'est à vous de voir. Maintenant, pour AUSEC, quand vous avez un board, je vous conseille de pouvoir intégrer quelques alumni dans votre board parce que les alumni comprennent mieux AUSEC, ils peuvent facilement expliquer un certain nombre de choses aux membres de board. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand on allez venir dire qu'on a notre NLDS, ça veut dire quoi? Eux, ils n'ont pas cette compréhension. On a nos LDS, on a notre upgrade, on a ceci, on a cela. Alors, les membres, les anciens de l'AUSEC, les membres qui sont dans le board, mais qui sont les anciens de l'AUSEC, de l'association, eux, ils peuvent facilement éclairer et dire pourquoi c'est important que les gens soutiennent. Par exemple, si l'équipe doit pouvoir aller au congrès mondial, c'est-à-dire à l'IC ou à l'IPM, et que vous êtes en train de demander à ce que les membres du board vous aident à avoir un billet, ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi c'est important pour vous. Même si vous expliquez, ils peuvent ne pas percevoir ça comme vous. Mais si vous avez un alumni, un aîné dans le board, 1, 2, 3, ces personnes peuvent expliquer comment c'est crucial de pouvoir participer à l'IC ou à l'IPM. Et ces personnes-là viennent vraiment appuyer vos demandes, vos requêtes auprès de ces personnes externes-là. Donc, c'est très important d'avoir des gens, des aînés, des alumni au sein de votre board. Ça devient un board vraiment puissant, un board constitué non seulement d'externes, mais aussi d'internes, des personnes qui ont déjà fait l'association. Et ça va vous permettre vraiment d'aller très loin. Donc, voilà, dans l'ensemble, je crois que c'est un peu ça, ce que je peux vous dire au niveau du board. C'est très important d'avoir un board. Et comme je le disais au départ, le board, c'est important pour les startups, c'est important pour les PME, c'est important pour ONG, c'est important pour associations, parce que mettre en place un board, ça vous permet vraiment de vous adosser sur des gens qui ont l'expertise, de vous adosser sur des gens qui ont des talents, de vous adosser sur des gens qui sont déjà passés par là où vous êtes en train de passer. Et ces personnes-là vont vous donner les conseils, vont vous orienter, vont vous... dit ce qu'il faut faire. Même quand vous contactez quelqu'un qui n'est pas disposé à pouvoir vous accompagner dans le bureau, vous pouvez lui dire, bon, par exemple, comme vous n'êtes pas disponible, comme vous ne pouvez pas être, est-ce que vous avez quelqu'un que vous pouvez nous conseiller? Et ces personnes-là pourront vous conseiller parce que de toutes les façons, c'est un honneur de pouvoir appartenir à une association de renom. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez vraiment efficace, il faut que vous soyez une bonne organisation, il faut que vous soyez une start-up, une entreprise de qualité qui a envie de pouvoir drainer du monde. Parce que lorsque vous êtes déjà connu, ça ne sera pas compliqué d'avoir des gens qui souhaiteraient être vos conseillers. Maintenant, au niveau des entreprises, au niveau des start-up, là-bas, ça devient un peu plus
plus professionnel parce que là-bas, c'est des idées que ces coachs-là vont vous donner parce que c'est des coachs. Si un expert vient vous dire que vous devez changer de stratégie, il vous donne une autre façon de faire les choses, il vous donne une autre façon d'organiser votre entreprise. Vous voyez qu'en ce moment, ça devient de la consultance. Alors, pour ne pas vraiment leur perdre de temps, à vous maintenant de pouvoir trouver des formules pour dire, voilà, vous m'accompagnez et je vous donne peut-être, voilà, par exemple, on va faire notre réunion de board dans un autre pays ou dans une autre entreprise, bien sûr pour les entreprises qui sont déjà en avance, hein, c'est des entreprises qui sont en train déjà de bouger. Alors, vous pouvez décider que vous êtes au Cameroun, vous allez faire peut-être votre réunion de board, je dis, par exemple, au Gabon ou au Sénégal ou je ne sais pas, dans un pays de la place. Alors, pour motiver vos membres de board, si c'est une ou deux personnes que vous voulez vraiment avoir pour aller réviser vos stratégies, votre planification et tout ça, vous pouvez dire, bon voilà, par exemple, on n'a pas grand-chose à vous donner, mais on vous prend le billet d'avion et l'hébergement avec tout ce qui va avec. Dans tel pays, vous pouvez venir avec votre épouse pour ce board-là. Ça peut l'intéresser, voilà, vous ne le payez pas, mais au moins vous lui permettez d'avoir quand même des petites vacances avec son épouse, pourquoi pas. Ça peut encourager quelqu'un à être là et vous accompagner ou carrément lui donner un pourcentage pour dire voilà, vous nous accompagnez en termes de conseils, d'expertise, d'orientation et tout ça. Et nous vous donnons 5% dans notre business, 10%, 15%. Tout dépend de la valeur que ces personnes-là vont apporter dans votre entreprise. Ce qui n'est pas le cas dans une association. Parce que dans une association, il n'y a pas d'argent. Et ceux qui le font vraiment en se disant que j'aide un jeune à grandir, j'aide un jeune à être meilleur parce que ces jeunes que nous formons, ce sont ces jeunes-là qui demain vont travailler dans les entreprises, on pourra les recruter parce qu'ils ont été bien formés, ils ont été bien coachés et ils peuvent même rentrer dans vos entreprises, pourquoi pas? Parce qu'après avoir coaché quelqu'un qui a bien appris, qui est vraiment un bon poulain, pourquoi ne pas l'embaucher dans votre entreprise puisque vous savez qu'il a tout pour pouvoir vraiment bien travailler comme il se doit. Donc, toutes les grandes entreprises qui accompagnent l'ASEC aujourd'hui le font. Ces entreprises le font. Pourquoi? Parce que la plupart, 80% de leur recrutement, c'est-à-dire quand ils veulent recruter des jeunes, ils viennent dans le pool de l'ASEC. Beaucoup de nos membres sont embauchés par ces multinationales, beaucoup de nos membres sont embauchés par ces entreprises partenaires parce qu'ils savent que s'ils ont donné de leur temps, de leur énergie pour former, pour coacher, alors ça serait vraiment du bon personnel qu'il ne faut pas vraiment rater. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire pour le Board of Advisors, le BOA, pour le BOD, pour certains LC. Merci encore et ASEC et beaucoup de courage dans votre parcours. Prochainement, je vais vous parler de la gestion des talents au sein de ASEC, comment faire pour retenir vos membres, comment faire pour recruter de bons profils, bien qu'on ne les paye pas, parce que ça aussi c'est un gros souci. On a beaucoup de gens qui viennent à l'ASEC, mais combien reste le taux de rétention? Comment est-ce qu'on peut évaluer cela? Je crois que dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de cela et tout doucement, je vais vous préparer voilà, des vidéos fort de mes 9 années d'expérience au sein de l'ASEC. Je crois que j'ai beaucoup encore à vous donner. Alors, je vous dirai comment faire pour retenir vos membres, comment faire pour vraiment avoir des meilleurs membres et en faire vraiment des agents de changement. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère qu'elle va vous servir. Très bonne journée, bon début de semaine à tout un chacun.